Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les modérateurs, honorable assistance. Alors d'abord, je suis désolé, mais il y a une petite erreur de communication qui fait que je n'ai pas de état clinique. J'ai une présentation sur le faible volume. Et dans cette présentation, je vais essayer d'avoir, grosso modo, il y a deux parties. D'abord, essayer de voir ce qu'est le faible volume, premièrement, et puis après, de voir les indications thérapeutiques dans ce sous-groupe de l'adénocarcinome de prostate métastatique. Alors, rapidement, depuis très très longtemps, depuis 41, on sait que le socle du traitement du cancer de prostate métastatique, ça va être la privation androgénique. Cette privation androgénique, je vais le rappeler, on a un peu parlé tout à l'heure, je remercie mon ami le professeur Sarf, cette privation androgénique, elle est obligatoire et elle est permanente. Actuellement, c'est le socle. Quand un patient a un cancer de prostate métastatique, il faut faire une privation androgénique. Cette privation androgénique, quoi qu'on rajoute après, quoi qu'on fasse, quels que soient les médicaments qu'on mette, elle va toujours rester en place. Pourquoi? Parce que rapidement, elle va augmenter une baisse de la charge tumorale, va baisser les douleurs s'il y en a, et elle va baisser les taux sériques de PSA, qui est un indicateur finalement de la réponse au traitement hormonal. Mais, ce qu'on a constaté, c'est que cette efficacité, elle est très variable. Il y a des patients qui vont bien répondre rapidement, qui vont avoir une réponse qui va durer très longtemps, et d'autres au contraire qui vont rapidement aller vers l'échappement, aller même vers le décès, et parfois même des patients qui ne sont pas du tout, sensibles et qui vont présenter une résistance primaire. C'est pourquoi on s'est dit que sûrement, s'il y a une telle variation dans les réponses des patients, c'est que vraisemblablement, on a affaire à des sous-groupes qui sont différents, à des catégories différentes. Et effectivement, parmi ces sous-groupes, on a identifié un groupe qu'on a baptisé le faible volume, on verra pourquoi. Le faible volume, c'est-à-dire la faible charge métastatique. Et dans ce sous-groupe, on a constaté que, il y avait une survie globale beaucoup plus longue que dans les autres groupes. Alors, en fait, ce vocable de faible volume, il a été initié il a été défini le mieux par l'essai Charted. L'essai Charted, c'est quoi? C'est un essai. Alors, je vais rapidement vous l'expliquer, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, on va un petit peu revenir dessus. L'essai Charted, c'est un essai publié en 2015 dans le New England Journal of Medicine et qui a étudié, sur une cohorte de pratiquement 800 patients pendant à peu près 30 mois, il a étudié dans un bras la privation androgénique seule et dans l'autre bras la privation androgénique associée à une chimiothérapie par le docétaxel. Et cette étude a montré très clairement que bien dans le bras privation androgénique plus docétaxel, on avait de meilleurs résultats pour le contrôle du cancer. On avait un temps plus court avant la survenue de la résistance à la castration. On avait un taux plus élevé de patients qui, après 12 mois, restaient encore avec un PSA inférieur à 0,2 nanogramme par millilitre. On avait un nombre inférieur de décès et on avait une survie globale qui était nettement plus longue. Donc, on a dit, écoutez, là, il n'y a pas de problème. La privation androgénique seule, c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, elle est inférieure à la jonction d'une deuxième molécule. Dans ce cas-ci, c'est une chimiothérapie par docétaxel. Alors, comment dans Charted, comment le faible volume était défini? En fait, il est défini par opposition au haut volume. C'est-à-dire que il faut à la fois qu'il n'y ait pas de métastase viscérale, parce que dès qu'il y a une métastase viscérale, on change de catégorie. Il faut qu'il y ait un nombre restreint de métastases osseuses. On a arbitrairement peut-être fixé à 4 métastases osseuses. Et il faut qu'aucune de ces métastases osseuses ne soit extra-axiale, c'est-à-dire qu'elle soit située en dehors du pelvis ou du rachis. Alors, au sein de ce groupe de faible volume, certains assimilent parfois la maladie purement métastatique ganglionnaire, la métastase purement ganglionnaire,
et d'autres encore. Alors là, je ne vais pas empiéter parce que c'était un peu difficile parce que je suis pris en sandwich entre le haut volume et l'oligométastatique. Je ne vais pas empiéter, mais aussi l'oligométastatique a été assimilé à une forme très favorable de bas volume. Alors, ça a été dit tout à l'heure, il y a une autre étude qui a parlé, qui a un petit peu raconté la même chose, mais qui a utilisé d'autres standards, c'est l'étude latitude. Latitude, elle ne parle pas de bas volume, elle parle de faible risque tumoral. Ces faibles risques tumoral, c'est quoi? Eh bien, c'est deux facteurs parmi les trois facteurs que je vais citer maintenant. Au moins 3 lésions osseuses, des métastases viscérales et un glisone supérieur ou égal à 8. Donc, vous voyez qu'on a un problème parce qu'on a de très grosses études, mais finalement qui parlent deux langues qui semblent différentes. Alors, il y a des gens qui ont dit, ben, on va voir, est-ce que ces deux langues sont si différentes que ça, ou est-ce que c'est simplement un petit darija ou un petit dialecte qui avec finalement qui parle la même chose. Ça, c'est un monsieur qui s'appelle Bullens, qui a pris les deux études, qui a fait alors plein de tests statistiques que je ne connais pas et qui sont sûrement très savants, mais qui ont permis de conclure qu'en fait, eh bien, la différence n'était pas si importante que ça. Et quand en faible, et en fait, les patients à haut volume tumoral peuvent tout à fait être superposés aux patients à haut risque, et par corollaire, les patients à bas volume tumoral, à faible charge métastatique, peuvent tout à fait être corrélés, être appariés aux patients à bas risque. Alors, je voudrais donner aussi, alors peut-être ça empiète un petit peu, c'est pas vraiment peut-être le sujet, mais je voudrais parler aussi d'une chose qui est importante, qui commence de plus en plus à se voir dans la littérature. En fait, le fait de se baser uniquement sur le bas volume et le haut volume, ça, c'est bien, mais ça peut être affiné encore, parce qu'il y a une notion qu'on retrouve beaucoup dans tous les essais et dans toutes les publications, c'est la notion de chronologie de survenue des métastases, découverte des métastases. Et il apparaît très, très clairement que les patients chez qui les métastases sont synchrones, c'est-à-dire qu'ils vont être découverts de nouveau au moment où on fait le diagnostic, ont un pronostic beaucoup plus péjoratif que les patients qui ont des métastases qui ont été découvertes par la suite, qui sont survenues après le début du traitement. Métachrome, métastase métachrome. C'est pour ça que très souvent maintenant, on voit apparaître, d'abord souvent, on parle de faible volume, de haut volume, on parle aussi beaucoup de métastases métachrome ou synchrone. Et ensuite, il commence à se dessiner peut-être des nouvelles classifications qui vont essayer de combiner les deux. L'auteur là, il fait une classification en 3 groupes, mais on peut en envisager d'autres. Et apparemment, ça permet peut-être d'être plus discriminant, de mieux analyser les différents groupes de patients atteints de métastases suite à un adénocarcinome de prostate. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu, de manière très pragmatique, des traitements. Alors, en fonction, bien sûr, des traitements. Alors, j'insiste, toujours ce traitement ne sera jamais discuté en dehors de la privation androgénique. La privation androgénique, c'est la base. Alors, la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est quoi? Ben, c'est l'association de l'hormonothérapie, la privation androgénique, à une chimiothérapie par docétaxel. Et là, comme l'a très bien dit mon ami le professeur Sarf, dans Uncharted, c'est clair, on a très, très clairement montré, et sans discussion, que il y avait un intérêt à l'ajout de docétaxel pour les hauts volumes. Par contre, dans les hauts volumes, les essais Uncharted sont clairs, il n'y a aucun intérêt à rajouter du docétaxel à la privation androgénique. Il a même été repris, alors c'est sûr que le GTUG avait des résultats qui étaient un petit peu plus contradictoires, mais une méta-analyse qui a repris le GTUG15 et le Uncharted est arrivée à exactement la même conclusion. Dans le bas volume, il n'y a aucun intérêt à associer du docétaxel, d'une part parce qu'il n'y a pas d'intérêt en termes de résultats, et d'autre part, on va rajouter pour rien une toxicité. Par contre, un autre essai, c'est Stampede, donc qui a été aussi décrit précédemment, lui va retrouver un bénéfice
même dans les bas volumes, à rajouter le docétaxel. Donc, on voit que deux grandes études vont un petit peu être en contradiction. Et finalement, actuellement, pour le bas volume, ce n'est pas vraiment tranché, puisqu'on a des études qui sont différentes. Alors, et je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, il y a d'autres études qui ont été faites. Notamment, on a fait ce qu'on s'appelle une étude post-hoc, c'est-à-dire que l'étude Chartide a été reprise et on a été voir au-delà de la date de fin de la première publication, l'évolution. Eh bien, dans l'étude Chartide post-hoc, on a confirmé qu'il n'y avait pas d'intérêt à rajouter du docétaxel pour les patients qui avaient un faible volume métastatique au cours d'un adénocarcinome de prostate. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'études, en fait, qui vont dans ce sens. Beaucoup. Et certaines, là, j'ai mis cette étude coréenne parce qu'elle est intéressante, parce que les Coréens, ils disent ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, c'est très bien, peut-être que oui, non, on ne sait pas trop d'études contradictoires pour l'intérêt du docétaxel, mais par contre, n'oublions pas la toxicité. Il y a une toxicité, c'est une chimiothérapie, de la toxicité, et cette étude, eh bien, elle m'a plu parce qu'ils attirent l'attention que, attention, oui, effectivement, on se pose des questions. Alors, pour eux, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas d'intérêt. Mais par contre, ils racontent comment ils ont géré les complications dues à la chimiothérapie. L'acétate d'abiraterone. Alors, un petit rappel, c'est un inhibiteur irréversible du CYP17, qui est un enzyme qui inhibe la biosynthèse des stéroïdes surrénaliens et gonadiques. Comme ça a été dit, alors j'aurais fait beaucoup de répétitions parce que c'est des sujets qui se ressemblent beaucoup. Quand on dit acétate d'abiraterone, il faut associer des corticoïdes et ces corticoïdes vont avoir leurs propres effets secondaires. Il va falloir rechercher et éventuellement traiter et qui parfois peuvent être la cause d'arrêt du traitement. Alors, l'acétate d'abiraterone, elle a été analysée par une analyse post-hoc en sous-groupe de Stamped et elle a retrouvé un bénéfice d'association avec la privation androgénique et ça, quelle que soit la stratification des patients, c'est-à-dire aussi bien dans le haut volume que dans le bas volume. Donc, l'acétate d'abiraterone, ça marche, d'après cette étude, aussi bien dans le haut, dans le bas volume, c'est-à-dire que quand un patient a un cancer métastatique avec une faible charge tumorale, on est en droit, si on suit les recommandations, de lui adjoindre de l'acétate d'abiraterone. Alors, j'ai quand même, en lisant un petit peu la littérature, parce que j'aime bien aller chercher un petit peu les contradictions, j'ai quand même retrouvé un avis de la Haute Autorité de Santé, hein, c'est en France, c'est l'autorité qui donne l'autorisation de mise sur le marché, et qui date quand même que de 2008, c'est pas si vieux que ça, dans lequel, par contre, il donne un avis uniquement en faveur du haut volume. Toujours, donc, pour dire qu'il faut toujours, les études, c'est bien sûr, c'est ce qui nous donne des directions, mais il faut toujours savoir que parfois, il y a des avis un peu contraires, et ça va toujours rester dans nos têtes. Je vais parler ensuite des antiandrogènes de nouvelle génération, essentiellement l'enzalutamide et l'apalutamide. Alors, l'enzalutamide, il a été étudié dans une étude qui s'appelle Enzamet, dont le professeur Salf a déjà parlé, qui est une étude de phase 3, randomisée, qui va comparer dans un bras l'enzalutamide associé à la privation androgénique et dans l'autre bras, la privation androgénique associée à un antiandrogène de première. Dans le cas, c'était le bicalutamide. Alors, le critère d'évaluation était la survie globale, avec un survie médian qui est long, mais qui n'est pas si long que ça, c'est quand même que 34 mois, et qui va conclure que l'enzalutamide a un effet bénéfique et un effet supérieur par rapport aux antiandrogènes de première génération dans les adénocarcinomes de prostate métastatiques avec un faible ou un fort volume tumoral. C'est-à-dire que même s'il y a une faible charge métastatique, on peut prescrire de l'enzalutamide. Et là où je reviens un petit peu à cette histoire de chronologie d'apparition des métastases, c'est qu'en plus, il a été montré que même dans les cas
ça se retrouve, cette amélioration se trouve plutôt chez les patients qui sont secondairement ou d'emblée métastatique. Chez tous ces patients, eh bien, on a une amélioration. Ça veut dire que c'est un traitement qui apparemment est très efficace. Alors, bien sûr, comme il y a une autre molécule qui appartient à notre laboratoire, c'est la palutamide, eh bien, le laboratoire a fait aussi son étude. La palutamide, c'est la fameuse étude Titan, je pense qu'il fait suite à l'étude Spartam, et dans laquelle, bien pareil, alors on me dit qu'il faut aller un petit peu plus vite, donc je vais accélérer, dans laquelle, eh bien, la conclusion, c'est que la palutamide entraîne une augmentation aussi de la survie pour les patients qui ont une maladie à volume faible. Parce que là, la discussion, c'est que les médicaments sont efficaces, mais est-ce que ça vaut le coup de les mettre chez les patients qui ont une faible charge métastatique? La réponse pour la palutamide est oui. Alors, dans le faible volume, on parle aussi de traitement local. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la radiothérapie parce que je n'y connais pas grand. Mais il y a un essai qui s'appelle Stampede aussi et qui montre que l'intérêt de l'irradiation prostatique en cas de maladie métastatique d'emblée de faible volume tumoral. Donc, le cas le plus mauvais au point de vue chronologie, c'est la maladie métastatique d'emblée. Eh bien, la radiothérapie est efficace et même, elle apporte un plus, même si on a un faible volume tumoral et peut-être encore plus si on a un faible volume tumoral, parce que ça va être plus facile d'aller cibler les différentes zones. Alors, je vais parler de la chirurgie. La chirurgie de cytoréduction, ça se voit dans beaucoup de pathologies néoplasiques, ça se voit notamment pour nous au niveau du rein, on en parle beaucoup. Eh bien, cette chirurgie, elle n'est pas encore préconisée pour la prostate. Mais pourquoi? Parce que les résultats sont mauvais. Parce qu'en fait, les urologues, on en discutait un peu hier ça avec certains confrères, les urologues, ils sont souvent au bloc, donc ils n'ont pas encore fait d'études prospectives. Et cette faiblesse en études prospectives fait qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments pour proposer la chirurgie de cytoréduction. Alors, il y a quelques articles, quelques études. Ce que je vais vous montrer, et je vais aller plus vite parce qu'on m'a demandé de finir, mais c'est qu'en fait, il y a pas mal d'articles qui s'intéressent à ça. La seule chose, ce sont souvent des études rétrospectives ou des études qui sont faites sur un petit nombre de cas, mais certaines études maintenant sont en train d'être démarrées pour essayer de trouver une place à la chirurgie de cytoréduction, la prostatectomie radicale, dans le cas des patients déjà métastatiques. Alors, je passe. Vous voyez qu'on a de beaux résultats, même une étude ancienne de 2014 qui montre une nette supériorité par rapport à l'absence de traitement local et qui montre une même supériorité par rapport à la curithérapie. Alors là, c'est des études qui sont faites sur des bases de données, donc c'est un certain recrutement important. Et là, je vous mets cette plaque pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'études faites très récemment. C'est des articles qui datent de 2021, dans lesquels la chirurgie de cytoréduction est envisagée. Alors, j'ai bientôt fini. Le traitement local des métastases. Il y a peu de données dans le cancer de bas volume, le métastatique de bas volume, sur le traitement local des métastases. Toutes les publications concernent plutôt l'oligo-métastatique et je suppose qu'on en parlera plus tard. Le problème le plus important pour la prise en charge des métastases de manière locale, eh bien, c'est le problème, en fait, c'est de les mettre en évidence. Parce que dans beaucoup d'articles, vous verrez que finalement, comment est-ce qu'on recherche les métastases? La scintigraphie osseuse ou la TDM thoraco-abdominopelvienne. Alors là, il y a un petit problème. Est-ce qu'on peut se contenter de ça? Est-ce qu'il faut faire du PSMA? Et ça, c'est ce qui n'est pas clair et ce qui rend un petit peu compliqué ce chapitre. En conclusion, je vous rappelle que nous avons parlé du traitement de la maladie métastatique de faible volume. C'est un chapitre qui est en fait encore en structuration parce que même la définition, finalement, peut-être qu'elle pourrait être beaucoup plus affinée et peut-être qu'on pourra parler de faible volume, mais couplé notamment à d'autres facteurs tels que la chronologie du souvenir des métastases. Il y a des difficultés parce qu'on est dans le faible volume liées à l'imagerie. Combien y a-t-il de métastases? Est-ce qu'on les voit toutes? Est-ce qu'on peut comparer des patients finalement qui seraient incomparables si l'imagerie était beaucoup plus performante? Il y a aussi un coût. Alors tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de vraie vie.
il y a un coût dans beaucoup de thérapies. Et je vous invite d'ailleurs, dans les grandes études, à vérifier les financements. C'est intéressant. Alors bien sûr, en tant qu'urologue, il faut se dire qu'il y aura sûrement une place à la chirurgie de cytoréduction. Pour résumer, pour que les idées soient un peu claires, dans l'adénocarcinome métastatique de faible volume, le docétaxel ne fait pas l'unanimité. L'hormonothérapie de nouvelle génération donne des gains sur la survie globale, notamment en cas de métastase métachrome. L'irradiation prostatique est efficace, même si c'est une métastase de nouveau, dans les cas les plus péjoratifs. Et en dernier, j'en ai pas parlé, l'immunothérapie, parce qu'actuellement, l'immunothérapie, dans cette indication, n'a pas encore trouvé sa place et que vraisemblablement, il faudra faire appel à une combinaison de molécules plutôt qu'à des molécules uniques. Je vous remercie.